de la Fondation de l'écologie politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur ce plateau, Noël Mamère, bonsoir. Député maire de Bègles, écologiste, ancien candidat à la présidentielle. On va bien sûr parler des enjeux dans un instant avec vous. Également avec nous, Olivier Roucan, bonsoir, politologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et Sébastien Repère est également sur ce plateau. Bonsoir. Vous êtes chercheur au Centre d'histoire de Sciences Po, spécialiste de l'écologie et des gauches. Et il sera d'ailleurs question de la recomposition de la gauche après l'annonce du vainqueur de la primaire écologiste. Pour en parler, on va également retrouver Saveria Rojek qui nous attend en direct de la salle des conférences pour une première question avec votre invitée Saveria, la sénatrice socialiste Nicole Bricq. Que pense-t-elle de cette recomposition de la gauche, elle qui soutient Emmanuel Macron? Absolument, Delphine. Bonjour, Nicole Bricq. Bonjour. Ce serait donc Yannick Jadot, le vainqueur de cette primaire des écologistes. Est-ce que d'ores et déjà, vous, en tant que socialiste, vous lui tendez la main? Monsieur Jadot est un candidat tout à fait présentable. Il a des convictions, il sait les défendre, c'est un bon débatteur. Mais je n'ai pas l'habitude de voir qu'il tend la main tellement aux autres. Donc il va développer ses idées dans le cadre de l'élection présidentielle, c'est très bien. Moi, je soutiens Emmanuel Macron. Absolument, je viens de le dire. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, c'est justement le renouveau de la gauche, c'est la recomposition de la gauche aujourd'hui? La gauche unie, nous n'en parlons plus. La gauche plurielle a fait son temps. Je crois qu'il faut à la France une gauche ouverte. Et Emmanuel Macron renouvelle profondément l'offre politique. Et puisqu'on évoquait l'élection d'un candidat pour le parti des Verts, Europe Écologie Les Verts, il a développé encore ce samedi devant les militants d'En Marche la transformation environnementale qui bouscule et oblige à transformer notre mode de production. Mais Nicole Bricq, et de consommation. Donc je ne vois pas de problème majeur à soutenir la cause écologique au travers d'Emmanuel Macron. Mais est-ce que le risque de l'absence de la gauche au second tour de l'élection présidentielle ne devrait pas dépasser toutes les ambitions personnelles? Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de renouveler le corpus idéologique de la gauche. On est dans une transformation du monde formidable et avec beaucoup de risques. Donc il faut un personnel politique qui soit capable d'aborder ces défis. Et je suis persuadée que l'élection présidentielle ne se remet pas à 2022. C'est maintenant qu'il faut défendre ses idées. Bien sûr, mais quand on voit l'éclatement de toutes les candidatures à gauche entre le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Emmanuel Macron, on a entendu Manuel Valls également la semaine dernière qui est soutenu ou qui serait soutenu par le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. C'est quand même une menace immense qu'il pèse d'une gauche pulvérisée. Oui, mais ce que j'observe, c'est qu'entre Mélenchon, qui défend des convictions qui ne sont pas les miennes, mais elles sont respectables. Et Macron, il y a un vide à gauche. Donc, je veux que ce vide, il soit rempli par une pensée, une action de renouvellement. Et je pense que Macron est le même et celui qui peut le faire. En revanche, vous continuez aujourd'hui à défendre le bilan du quinquennat. Oui, moi je ne vois aucune contradiction entre soutenir une offre politique renouvelée qui va bien au-delà des rangs de la gauche et en même temps défendre le bilan de François Hollande. Nous n'avons pas à rougir de ce bilan. Nous avons mené des réformes importantes qui quelquefois ont été contestées, mais qui seront à mettre à l'acquis de ce quinquennat. Si donc demain Emmanuel Macron ne se présente pas, vous soutiendrez, vous voterez François Hollande? Non, pour l'instant, j'ai pas compris que François Hollande était candidat. J'ai pas encore le plaisir de soutenir une candidature d'Emmanuel Macron, mais moi je dis qu'il faut une candidature qui puisse incarner non seulement le renouveau des personnes, mais le renouvellement des idées, et notamment celle de la gauche. Très bien, merci beaucoup Nicole Bricq. On a compris le renouvellement du corpus idéologique de la gauche. Merci beaucoup. Merci beaucoup Saveria. On poursuit l'analyse et le décryptage avec vous Lucille Schmidt. Première question, si Yannick Jadot, si c'est confirmé, le député européen âgé de 49 ans remporterait donc cette primaire écologiste. Il était, on l'a vu, assez proche finalement sur le fond des idées défendues par Michel Rivasi, autre députée européenne. Quelle analyse faites-vous de ce vote ? Moi, je trouve que ce qui est très intéressant, c'est qu'au deuxième tour, on ait eu 2 députés européens
Et on voit bien que lorsque l'écologisme est sur une dynamique positive, c'est qu'elle sort du prisme de la Ve République, qui est un prisme qui corsette les idées de l'écologie, qui les enserre dans des frontières qui ne sont pas les siennes. Et ce qui est intéressant avec Yannick Jadot et Michel Rivasi, je crois qu'il ne faut pas les opposer, je crois que c'était un beau deuxième tour. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que on a renoué aussi avec l'idée d'Europe Écologie en 2009. C'est-à-dire que on se rappelle la très bonne surprise du score d'Europe Écologie en 2009. C'était du collectif. Et je crois qu'aujourd'hui, la question qui est posée, si Yannick Jadot l'emporte, c'est est-ce qu'on sera capable de refaire du collectif ? Parce que moi, je me rappelle la campagne d'Eva Joly. Je me rappelle que c'est une campagne qui, quelque part, avait très bien commencé et qui a très mal terminé. Parce que le collectif n'a pas existé, parce que quelque part les idées écologistes n'ont pas percé. Et pour terminer, pour pas monopoliser la parole, je crois qu'on a devant nous le plus compliqué, c'est-à-dire que j'écoutais Nicole Bricq et je suis assez frappée de voir que déjà, parce qu'elle soutient Emmanuel Macron, elle nous explique qu'elle est une écologiste. Donc moi je trouve ça assez extraordinaire. Je pense que les premiers écologistes, c'est d'abord ceux qui portent les idées écologistes dans la difficulté depuis longtemps. J'ai jamais remarqué qu'Emmanuel Macron était écologiste au gouvernement. Je le crédite pas parce qu'il a parlé à un meeting d'En Marche du fait d'être écologiste. Et je pense que le sujet maintenant, c'est de montrer que nous, on élargit le cercle et qu'on n'est pas seulement un petit parti qui porte une petite candidature. Justement, on va y venir. Noël Mamère, le 6 octobre dernier, Yannick Jadot disait « Je vais vous dire le fond de ma pensée, je ne crois pas qu'il y aura un président écologiste en 2017. Je pense que si nous voulons reconquérir l'électorat, c'est par la crédibilité de notre discours. On voit qu'il mise sur 2022 pour refonder l'écologie politique. Est-ce que c'est ce discours de vérité qui a séduit les électeurs de la primaire, selon vous ? Non, on peut pas attendre 2022 pour refonder l'écologie politique parce qu'il y a une urgence écologique qui n'a jamais été aussi importante et qui nous menace. Donc, l'enjeu pour Yannick Jadot, qui sera maintenant le porte-parole de l'écologie durant cette campagne présidentielle, c'est de lier la question sociale. Un simple porte-parole ou vraiment un candidat justement avec des chances ? Il sera le candidat et le porte-parole de notre projet de société qui est d'ailleurs défendu aussi bien par Michel Rivasi que par Yannick et par l'ensemble d'Europe Écologie Les Verts. La réalité, c'est que il faut préparer le jour d'après. C'est moins l'élection présidentielle de 2017 qui compte que la reconstruction de la gauche et de l'écologie, où l'écologie doit se trouver au centre après 2017. Pour cela, il faut que la campagne menée par Yannick soit collective, comme l'a très bien dit Lucille Schmitt, que ce soit une campagne de réconciliation avec tous ceux qui nous ont abandonnés. Moi, je pense souvent à ce film Demain, qui a eu beaucoup de succès, qui montre des initiatives qui sont prises un peu partout par des gens qui ont un désir d'écologie, mais qui ne se reconnaissent pas dans l'écologie politique. Donc c'est tout un travail qui sera peut-être plus long à mener que le temps très court de la campagne présidentielle, mais en même temps, il faut un candidat écologiste à cette élection présidentielle qui ne nous a jamais été favorable, ne serait-ce que pour prendre nos marques dans le cadre de la reconstruction prochaine. Ouais. Olivier Roucan, un mot sur Yannick Jadot. Finalement, c'est la victoire logique de celui qui était déjà arrivé en tête du premier tour de cette primaire écologiste. Oui, en même temps, surtout avec les écologistes, mais pas seulement, on peut s'attendre à des surprises, surtout dans le cadre. On l'a vu avec l'élimination de Cécile Duflot, notamment au premier tour. Oui, voilà. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Il faudrait voir une analyse de la sociologie de ce vote qui, pour l'instant, n'existe pas. Mais sur le collectif, je pense que c'est quelque chose d'important parce que les Français, on le voit dans les enquêtes d'opinion, attendent quand même aujourd'hui de voir des politiques qui incarnent la responsabilité, le collectif. Les partis ont une image délétère et c'est essentiellement dû à cette capacité, d'ailleurs dû aussi à la société médiatique, à valoriser les égos sur le projet. Et donc là, par rapport à... On pouvait dire que les écologistes avaient une mine incroyable, parce que l'enjeu fort et majeur des années à venir, c'est en effet est lié à l'environnement. Et les rouages politiques et la sociologie également assez fermée de ce parti contribuent à expliquer la situation. Donc il faut souhaiter notamment que les écologistes prennent bien en compte la demande sociale qui existe et qui est très forte, y compris dans le cadre de cette campagne. Tout n'est pas identité, tout n'est pas sécurité. Et faire le lien entre environnement et social, je pense que c'est pour l'instant ce qui n'a pas été forcément réussi par ce parti. Ouais, Sébastien Repère, on disait que Yannick Jadot mise pour 2022, alors même si ça paraît tard à Noël Mamère, pour justement refonder l'écologie politique. Il a également exclu toute alliance avec le Parti socialiste. Est-ce que c'est une stratégie suicidaire selon vous ? Alors, si on regarde
dans l'histoire de l'écologie politique, il y a toujours cette tension entre une projection sur le long terme, alors peut-être 2022 ou au-delà, et finalement une urgence qui est l'urgence de la crise écologique. Et cette tension, c'est ce nouveau candidat de l'écologie qu'il va revenir de la régler. Et pour ce qui est de la recomposition de la gauche, tout à l'heure, Nicole Bricq parlait de renouvellement idéologique. Ça reste largement des paroles, parce que ce renouvellement idéologique, c'est plutôt la croisée des chemins. Il y a au moins 4-5 options possibles au niveau idéologique pour la gauche l'an prochain, et rien n'est réglé. Lucile Schmitt, on disait Michel Rivasi, est-ce qu'elle n'a pas fait les frais peut-être justement dans cette campagne pour la primaire de cette divergence de sens qu'elle a voulu donner à la candidature d'Europe Écologie Les Verts dès 2017, elle l'a dit, elle refusait elle de partir battue. Elle a dit si on peut proposer des solutions à la fois au-dessus de la droite et de la gauche, on a aussi des chances de gagner. Moi, je pense que c'était un faux débat, cette question de est-ce qu'on aura un président ou une présidente de la République écologiste en 2017 ou en 2022. Je pense que ce qui était intéressant, c'est que chacun l'a abordé sous un angle qui était son angle personnel. Yannick Jadot a dit, écoutez, il n'y aura pas de président de la République. Ça ne veut pas dire qu'il était pour autant moins motivé ou moins convaincu. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de fiction à nous raconter que tous ces candidats, y compris dans les primaires de la droite ou la future primaire de la gauche, vont être présidents de la République. Je pense que ce que vous disiez, c'est qu'on a besoin d'un langage de vérité et de collectif, et c'est une élection qui n'est pas collective. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se sortir de ce piège? Je pense que Yannick Jadot a incarné un certain type de position en disant, écoutez, j'assume. Eva Joly avait fait un score de l'ordre de 2%, donc c'était quand même compliqué de dire qu'il allait faire plus de 50%. Je pense que c'était un langage de vérité. Par ailleurs, que Michel Rivasi ait dit « je suis déterminé à faire gagner les idées de l'écologie » et donc il peut y avoir une présidence écologiste. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on remplit de sens par rapport à cette présidence écologiste? Est-ce que ça peut être une présidence collective? Est-ce qu'on peut renouer avec l'esprit? Pourquoi est-ce que Europe Écologie a fait un tabac en 2009? D'abord parce que le Parti socialiste avait fait, à mon avis, une mauvaise campagne. Il faut quand même se voir relativement aux autres, il faut assumer ça. Mais surtout parce qu'il y avait une espèce de trio de choc, c'est-à-dire qu'il y avait Danny Cohn-Bendit, il y avait Eva Joly, il y avait José Bové, donc il y avait, et puis il y en avait d'autres, il y avait Pascal Canfin qui depuis dirige une ONG. Donc il y avait une espèce de collectif qui a été incarné sans que les rivalités de personnes ne soient au centre du jeu. Mais la grande force de 2009, ça tenait bien sûr à ce trio qui nous incarnait, mais ça tenait surtout au fait que, on avait d'ailleurs parlé de dépassement des Verts, que les Verts sortaient de leur carcan pour s'ouvrir sur la société civile. Yannick, Michel Rivasi, Pascal Canfin, tous ces responsables politiques venaient de la société civile. Et donc c'est le problème auquel on est confronté aujourd'hui, de se réconcilier avec elle. Le deuxième problème, il a été évoqué par Monsieur Roucan, mais il y a une enquête qui vient de sortir dans Le Monde de cet après-midi, qui est très inquiétante et qui montre la réalité de la situation. Sur la démocratie, nous trouvons 77% des Français ne croient plus aux partis politiques. Eh bien, il faut reconnaître que les écologistes sont touchés par le même mal, que nous sommes à la fin d'un cycle, et qu'il faut savoir maintenant réinventer d'une certaine manière la façon de formaliser politiquement des idées qui aujourd'hui sont au cœur de la mutation de nos sociétés. Quand j'entends Madame Bricq nous expliquer, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, c'était intéressant d'avoir Madame Bricq ce soir. Madame Bricq a été la première ministre de l'écologie du gouvernement Hollande, qui s'est fait virer par le même gouvernement parce qu'elle était défavorable à des recherches pétrolières au large de la Guyane. Venir nous raconter aujourd'hui que les Macron ou les socialistes sont des écologistes, eh bien écoutez, lisez encore la presse de cet après-midi et vous découvrirez que le décret qui a été publié par le gouvernement sur la question de l'épandage de pesticides qui a des conséquences très dommageable sur l'environnement et la santé publique, a fait encore la part belle à la FNSEA, qui est la vraie ministre de l'Agriculture dans ce pays. Que va-t-on faire avec des socialistes qui plient le genou chaque fois qu'ils en ont l'occasion devant les grands lobbies? Ouais, Olivier Roucan, on disait effectivement qu'il y a à la fois des enjeux environnementaux qui sont cruciaux et pourtant l'écologie politique peine à être audible. Comment expliquez-vous ce paradoxe? On a un peu répondu déjà, c'est-à-dire qu'il y a cette question du charisme. En effet, dans un système présidentiel, primaire ou pas d'ailleurs, il faut être capable de se rassembler collectivement autour d'une figure. Et une figure qui va être capable de porter un message au-delà des sympathisants.
Et que dire des militants? Donc ça, c'est quand même la dynamique première. Et les écologistes n'ont pas cette culture. Ça a longtemps posé problème au Parti socialiste. Et d'ailleurs, ça lui repose problème aujourd'hui. On s'en rend bien compte. Ça pose problème à la gauche en général, cette affaire. Pour autant, est-ce que quand on joue un jeu, il faut pas accepter les règles et se les approprier? Ça, c'est la question qu'on peut poser aux acteurs en situation. Ouais. Sébastien Repère, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'espoir autour d'une candidature de Nicolas Hulot, qui était crédité de 9 à 10% d'intention de vote dans les sondages. Et ça semblait le meilleur candidat possible, peut-être, pour représenter les couleurs de l'écologie. Aujourd'hui, c'est le défi de Yannick Jadot. Il va pouvoir se débarrasser de ce spectre, si je puis dire, de Nicolas Hulot. Comment va-t-il faire? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est remarquable, tout à l'heure on parlait de société civile, c'est le profil de Yannick Jadot, mais également le profil de Michel Rivasi, qui viennent des ONG, qui viennent du milieu associatif. Et il y a une sorte de retour aux origines de l'écologie politique, puisque les fondateurs de l'écologie politique en France étaient au départ des militants associatifs. Alors on a changé d'échelle, ce ne sont plus des militants locaux, ce sont des militants d'ONG, de dimension européenne et internationale, mais en tout cas, j'ai l'impression que ces profils renouent avec quelque chose qui était très important aux origines du mouvement. Moi, je reviendrai sur ce que disait M. Roucan tout à l'heure, parce que je suis totalement d'accord avec lui, et je l'ai dit aussi. Oui, c'est vrai que parmi les fondateurs de l'écologie politique, il y avait des environnementalistes, mais quand on regarde un petit peu l'histoire depuis le 19e siècle, on s'aperçoit qu'un certain nombre de mouvements, et des mouvements paysans, je pense par exemple au mouvement des Demoiselles en Ariège contre la privatisation des communs, c'était une campagne qui était à la fois sociale et écologique. Et c'est la raison pour laquelle l'ardente obligation que nous avons, c'est de démontrer aux Français que l'écologie, ce n'est pas un luxe lorsqu'on a tout, c'est un outil de lutte contre les injustices. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on parle d'ailleurs de justice climatique, parce que ça pose la question des inégalités, et donc il faut lier absolument la question sociale à celle de l'urgence écologique, sinon nous serons cantonnés à rester des environnementalistes, et nous ne progresserons jamais, nous ne ferons jamais progresser la société. Ouais. Lucille Schmid en parlait, de la défiance des Français envers les partis politiques traditionnels. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez aussi que c'est une réussite, cette primaire des écologistes? On a vu chacun peut-être mettre un peu son ego de son côté. On a parlé d'une primaire de l'amour. Moi, j'ai trouvé que c'était assez passionnant. Pour le coup, c'était les commentaires des journalistes après le premier débat où on nous a dit que c'était quand même très décevant, ils se sont pas étripés. Et on a vu donc ensuite la surprise qui a été le fait que Cécile Duflot arrive 3e au premier tour. Donc on a vu une première surprise, ils s'étaient pas étripés. On a eu une deuxième surprise, c'est que la favorite des médias a été sortie. On a eu une troisième surprise, c'est qu'ils se sont ensuite relativement entendus pour dire, au fond, on partage des idées et on incarne sans doute deux styles assez différents, tout en ayant, comme le disait Sébastien, une sorte de profil un peu commun. Moi, je pense que ce qui est important à partir de là, c'est surtout que les choses ne se délitent pas. Je tiens à insister là-dessus parce que le plus dur reste à faire. Il y a la question des 500 signatures, sur lequel on y viendra, mais il y a la question de construire une dynamique de campagne où aujourd'hui, moi j'entends dire, par exemple, que on aura un candidat inconnu, que c'est pas possible, etc. Moi je pense, je vais assumer le paradoxe, je pense qu'avoir un candidat relativement moins connu, peut-être pas inconnu, peut être une force à un moment où les plus connus sont quand même assez décrédibilisés. Pourvu que la méthode et la question du collectif soient bien assumées et que la question du contenu. Parce qu'au fond, ce qui a aussi surpris, je trouve, pas mal les médias dans les débats, c'est qu'on dit c'est très ennuyeux, ils détaillent vraiment les propositions avec beaucoup de cœur et ils connaissent leur dossier. Donc peut-être qu'à partir de la primaire des écologistes, on peut revenir quand même sur l'idée que la question de faire du contenu en politique, renouer entre pensée et action, qui est une des forces de l'écologie, ça c'est peut-être aussi quelque chose qui historiquement a marqué l'écologie du succès et qui peut renouer avec le succès, j'espère, au XXIe siècle. Olivier Roucan, on voit déjà aussi les tentatives de faire participer Yannick Jadot à la primaire de la gauche, encore cet après-midi, Jean-Vincent Placé, qui a parlé d'une candidature archaïque et d'extrême division, appelle le vainqueur, donc en l'occurrence Yannick... C'est mal placé, si je puis dire. Je dis les déclarations de Jean-Vincent Placé. Il est devenu le porteur d'eau du Parti socialiste. Il s'inquiète justement de la dispersion de la gauche. On voit bien, une réaction, Olivier Roucan, justement, à cet appel du pied de Jean-Vincent Placé à faire venir Yannick Jadot à la primaire de la gauche en janvier. On veut toujours aller très vite, c'est-à-dire qu'il y a la primaire, il faudrait déjà que ce soit la primaire de la gauche et nous serions presque à la fin du premier tour de la présidentielle.
On parle déjà d'accords, de ci, de là. Bon, il y a un espace, et je crois que ce qui est important pour le parti écologiste, qui est quand même, je ne parlerai pas de survie, mais enfin, 17 000 sympathisants et militants, c'est quand même, somme toute, assez faible. L'enjeu fort, c'est que finalement, par culture, les écologistes peuvent porter un message qui correspond aux attentes de la société actuelle en matière notamment aussi de numérique. On les entend peu sur ce sujet. Alors que par culture, ils sont dans la dimension d'une société horizontale. Donc de porter cette société civile sur des enjeux forts. Vous parliez du succès du film Demain. On voit bien qu'il y a une attente et un intérêt. Je crois que c'est la première mission sur le fond, sur le projet qu'aura à réussir le candidat écologiste pour retrouver une audience, parce que on part de là. Et on peut rebondir d'ailleurs sur ce que vient de dire Olivier Roucan, sur la question du numérique. Aujourd'hui, on nous présente le numérique comme la panacée, comme l'émancipation de l'humain. Je pense qu'il faut garder un regard critique. Il y a quelques philosophes que l'on entend très peu. Je pense en particulier à des philosophes comme Éric Sadin qui porte un regard très critique sur ce que certains appellent le totalitarisme numérique, où finalement nous sommes liés, pied et poing, à cet outil qui va guider, marchandiser notre sommeil, marchandiser nos pas, marchandiser notre santé. Et je pense que si Yannick Jadot introduit cette réflexion critique sur les dangers que peut nous apporter le numérique, parce que le progrès ce n'est pas quelque chose de théologique, c'est pas quelque chose auquel on doit croire forcément. Il faut avoir un regard critique. Qu'il fasse une campagne sur la démarchandisation, ce serait déjà un grand point que nous pourrions obtenir des écologistes. Alors il faut le décliner pour que ce soit entendu par tous. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un iPhone, il n'y a pas simplement des gens qui travaillent dans des conditions de servilité, il y a aussi des métaux rares, il y a aussi de ce qu'on appelle l'extractivisme dans les pays les plus pauvres. C'est encore la démonstration que derrière l'écologie se cache aussi la question des inégalités. Mais est-ce que ce discours peut suffire, selon vous, Sébastien Repère? Et je reviens à cette question de l'appel de Jean-Vincent Placé à faire participer Yannick Jadot à la primaire de la gauche en janvier. Je serais extrêmement étonné que les écologistes renoncent à une candidature à la présidentielle. Parce qu'il y a deux élections privilégiées pour les écologistes. Pour à la fois faire témoignage, c'est le cas de la présidentielle, et à la fois pour finalement accéder aux responsabilités, c'est le cas des européennes. Donc renoncer à l'une de ces deux élections, ça me semble peu. La présidentielle n'a quand même jamais été vraiment. Moi, ce que je voulais dire, c'est que on voit que depuis tout à l'heure, on tourne sur la façon dont l'écologie peut être articulée avec les questions économiques et sociales, sachant que la question, c'est de sortir l'écologie de sa vision strictement environnementale. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'entendais bien Nicole Bricq parler d'environnement. La stratégie d'Emmanuel Macron, c'est apparemment l'environnement. Le sujet, c'est que l'écologie est un projet global qui articule la question de la nature. Osons quand même prononcer le terme de nature aujourd'hui, pas seulement d'environnement ou de biodiversité. Parlons de nature, puisque c'est comme ça peut-être que, je dirais, le citoyen comprend le mieux ce dont il ressort. Faisons le lien entre l'économie, le social et la démocratie, parce que n'oublions pas que ce n'est pas parce que l'écologie est une question compliquée qu'elle doit échapper au débat public et à la question du vote. Et en ce sens, par rapport à ce que disait Sébastien, je crois que ce qui est très essentiel, c'est effectivement qu'on ose se présenter au suffrage. Et moi, je fais un rêve, qui est que nous dépassions même le score de Noël Mamère, qui est un score historique puisqu'il avait dépassé 5% lorsqu'il était candidat à la présidentielle. À l'époque, je m'occupais de questions migratoires et je me rappelle du langage extrêmement fort de Noël lorsqu'il parlait des migrants de Sangatte. Aujourd'hui, on parle de la jungle de Calais, on parle de la question de la migration et on a l'impression de revivre plutôt un cauchemar par rapport à ce qui s'est passé en 2001. On est exactement dans une espèce de je sais pas comment le dire, mais d'inertie, de paralysie de la vie politique. C'est à nous, écologistes, qu'il appartient aussi de le remettre en mouvement, y compris sur des questions sociales, internationales, migratoires, et pas seulement sur l'environnement. Sébastien Repère, ensuite Noël Mamère. Oui, c'est peut-être la capacité de Yannick Jadot à agréger ces différentes thématiques qui a fait son succès, parce que son opposition au TAFTA et au CETA résume tous ces thèmes de l'écologie, le thème environnemental, l'économie, le social. Et là, il y avait vraiment tout. Et il y a quand même alors ça peut sembler un détail, mais il y a une petite vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux de Yannick Jadot prenant la parole au Parlement européen contre le CETA. Et cette vidéo a eu énormément de succès. Je pense qu'il y a là
l'une des origines de son succès aujourd'hui. Noël Mamère. Oui, d'ailleurs, dans son intervention au Parlement européen, qui a été très virale, comme on dit dans ce langage convenu, je crois qu'il y a eu plus d'1 million de personnes qui l'ont regardé, il a posé la question de la démocratie, la question que Lucille vient d'évoquer. Bien sûr qu'elle est au cœur de la démarche de l'écologie. Il n'y a pas d'écologie sans démocratie. Quand on regarde l'histoire récente, je pense à l'ex-Union soviétique, qui était un système totalitaire, ça a été une catastrophe écologique, et tous les régimes autoritaires dans lesquels la liberté d'expression n'est pas autorisée sont aussi une catastrophe écologique. Donc l'écologie est indissolublement liée à ces sujets. Regardez, alors aujourd'hui on a un gouvernement en Turquie qui se comporte de manière très très autoritaire, et encore plus, mais le mouvement de la place Taksim, c'était un mouvement qui à l'origine était un mouvement écologique pour empêcher la construction d'un supermarché et la détérioration d'un patrimoine. Donc il y a toujours ce lien important qu'il faut garder. Et pourtant, aujourd'hui, Olivier Roucan, les institutions font qu'il est difficile de se présenter à l'élection présidentielle. On parlait de la question des 500 parrainages. Ça sera l'étape suivante pour le vainqueur de ce soir. Oui, l'étape suivante qui doit déjà commencer à être bien travaillée quand même, j'espère, pour ce parti. Au-delà, se posera ensuite la question du avec qui travailler, parce que les écologistes, candidature ou pas, vont rester un parti. Ils vont devoir donc d'abord parler de leurs idées à nouveau, parce que je pense que toute une partie comme vous le disiez, de l'opinion publique, des citoyens, on a assez des questions de querelles personnelles, de caractérologie. Il y a saturation, où il va y avoir saturation. Reparler d'un certain nombre de points fondamentaux, ce qui avait fait le succès de Nicolas Hulot d'ailleurs, eh bien ça peut toucher. Et après, il y a la question de avec qui doit-on ou veut-on travailler. Et là, donc, savoir si ce parti choisit de rester ancré à gauche. Mais si on parle des communs, si on parle de la fibre sociale, je pense que la question ne se pose guère, en fait. Moi, je voulais juste dire une chose par rapport à la question qui ne se pose guère. C'est que je me rappelle quand même qu'en 2011, il y a eu un accord entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, qui a été un accord longuement... Puisqu'on apprend effectivement que Yannick Jadot est officiellement le candidat à la présidentielle pour 2007. Il a gagné à la primaire écologiste avec 54,25% des voix. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que sur cette question de la culture commune, en fait, entre la gauche et les écologistes, depuis tout à l'heure, on parle de la gauche et des écologistes, on ne parle pas de la droite et des écologistes. Ça, c'est quand même un point qui me semble central dans le débat. Il y a quand même un certain nombre de déceptions et une difficulté à faire culture commune, sur laquelle j'aimerais bien qu'on revienne et qu'on fasse pas semblant, en fait, que les choses n'ont pas déjà été essayées plusieurs fois sans qu'on y arrive. En 2011, donc, il y a eu une longue négociation entre le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts, qui aboutit à un accord qui mettait déjà entre parenthèses la question de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et la question du nucléaire, mais on ne partait pas de rien, et la question c'est pourquoi est-ce que tout ça reste régulièrement chiffon de papier ? Sans doute parce que, contrairement peut-être à tout le blabla sur le numérique, lorsqu'on parle de la transition écologique, on a affronté des résistances économiques profondes, des pouvoirs financiers, des lobbies. Et donc le sujet qu'il y a devant nous, c'est de trouver aussi des partenaires, comme ça se passe en Allemagne dans le cadre de coalitions, qui soient des partenaires prêts à agir et à porter des choses qui impliquent en fait de se faire des ennemis et des adversaires. Quels sont-ils ces partenaires, Noël Mamère ? D'abord, on a appelé la transition écologique au départ, et puis sous la pression des lobbies, c'est devenu la transition énergétique et pour la croissance verte, ce qui est quand même un oxymore. Lucille pose la question de fond. Les problèmes politiques que nous rencontrons avec les socialistes et les communistes, avec la gauche traditionnelle, c'est un problème culturel au départ, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas notre logique. Nous ne donnons pas la même définition au progrès, nous ne donnons pas la même définition à la croissance, et ils n'arrivent pas à comprendre. Donc c'est bien fini la gauche plurielle. Quelle est notre logique ? Donc ça finit par poser des problèmes politiques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un aggiornamento du côté de la gauche. On peut profiter justement de cette déliquescence du parti, mais il ne viendra pas des appareils, il ne viendra pas de la gauche actuelle, qui a démontré sa capacité à renier tous ses engagements, et y compris à inventer des choses que l'on n'aurait pas imaginées. Il a fallu qu'un magistrat de la Cour d'appel administrative vienne annuler les arrêtés de Notre-Dame-des-Landes pour que le gouvernement finisse par céder. Ce sera quand même une perte d'énergie absolument considérable. Donc ça veut dire qu'il faudra que ça parte de la base. C'est la raison pour laquelle tout est à recommencer. Ce ne sont pas les appareils qui vont le faire. Et c'est pas une primaire de la gauche avec des Montebourg qui est l'exact contraire de ce que nous souhaitons, qui veut des gaz de schiste, qui veut du nucléaire, qui est nationaliste avec Fabicon français,
Avec que l'on François pourra... de Rugy pour porter les couleurs de François de l'écologie Rugy, c'est un dans porteur la d'eau, il a plénière de abandonné la gauche. l'écologie, Oui. ça n'a rien à voir. On ne discute pas avec des subalternes, on discute avec la société, ce qui n'est pas exactement la même chose. Sébastien Repère, on parlait de la question des parrainages, ça sera effectivement la prochaine étape. Il y aura aussi la question des investitures, à la fois aux législatives, à la fois aux sénatoriales aussi. Comment voyez-vous à l'avenir, justement? Alors, j'aurais voulu rebondir sur ce que disait Noël Mamère, parce qu'on est là au cœur du problème de la recomposition de la gauche ou des gauches, parce que si le dialogue entre les écologistes et le Parti socialiste semble terminé, en tout cas pour le moment, les écologistes ou en tout cas ELV, eh bien on a vu aussi que la tentative de créer des liens avec Jean-Luc Mélenchon avait échoué après avoir nourri un certain nombre d'espoirs. Donc on est vraiment dans une forme d'impasse. Et Ils sont isolés aujourd'hui, du coup, les Verts sur la scène politique française. Il n'y a pas de main tendue, ni à Pierre Laurent, ni... Non, mais je pense que la question, c'est plutôt que les Verts reprennent l'initiative. C'est-à-dire qu'en permanence, ils sont cornérisés par leur division interne, par les attaques des uns contre les autres. Ils donnent l'impression de devenir groupusculaires. Donc le sujet, comme on l'a dit d'ailleurs, comme l'ensemble des personnes ici l'ont dit, c'est de renouer avec la société, aussi d'affronter la question de la culture du pouvoir. Parce que la question, moi je connais bien l'administration à titre professionnel, la question c'est aussi... Est-ce qu'on peut avoir une culture du contre-pouvoir tout en ayant une culture du pouvoir? C'est-à-dire que le sujet, c'est quand on exerce des responsabilités, ça, les écologistes l'ont fait notamment dans les régions, ils ont mis en place de merveilleuses politiques, je tiens à le dire, de lutte contre le réchauffement climatique. Ça ne les a pas empêchés d'être ensuite absolument pas réélus au moment même de la COP21. Ce qui montre bien que dans notre système d'alliance, nous n'avons pas réussi à organiser la visibilité de ce que nous faisions, de nos bilans, et qu'il faut organiser donc cette question de la visibilité de nos bilans, de la réalité de nos compétences, et en même temps que nous soyons capables de nous faire valoir pour ce que nous sommes. Et l'alliance entre nous, ça vient dans un deuxième temps. Ça commence pas, l'alliance ne commence pas sur les postes avant que nous soyons visibles sur les contenus. Ouais. Olivier Rocan, c'est vrai que c'est ce manque d'expérience concrète qui dessert les Verts en France. C'est ce que vous diriez aujourd'hui? Mon avis, on l'a déjà dit, c'est-à-dire c'est aussi toute la séquence qui s'est déroulée entre les années 2000 où il y avait une dynamique et aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a des questions d'arithmétique électorale. Alors, il est vrai qu'il faut d'abord, on l'a dit à maintes reprises ici, parler des idées, mais il y a la question quand même également des investitures, des législatives et au-delà. Et pour ça, il faut essayer dans la transparence quand même, mais de s'allier, parce que sans quoi, en effet, on... Oui, c'est d'ailleurs le pardon, problème. Noël Mamère, puisqu'on va retrouver... Écoutez Yannick. On va pas écouter Yannick Jadot, mais on va écouter Pierre Laurent, qui est au micro de Saveria-Rojec, en direct de la salle des conférences. Absolument, Delphine. Pierre Laurent, on a donc appris à l'instant que Yannick Jadot était le candidat officiel, il avait gagné cette primaire des Verts. Une réaction tout d'abord? D'abord, je veux le féliciter. Il va représenter les écologistes dans cette campagne, mais j'ai surtout envie de, tout en lui adressant un message de félicitations, de l'inviter à reprendre au plus vite la discussion avec nous, et je l'espère avec d'autres forces à gauche, parce que je continue de penser qu'il faut faire converger nos efforts et nos candidatures à travers une discussion de projet, plutôt que de continuer à aller les uns et les autres séparés. Je sais que monsieur Yannick Jadot était signataire au début de l'année d'un appel justement pour essayer de faire converger un certain nombre de ses forces. Puisqu'il est maintenant candidat des écologistes, j'espère qu'il reprendra avec nous ce dialogue. Vous pensez réellement pouvoir élaborer un programme commun, une candidature commune avec Europe Écologie Les Verts aujourd'hui? Je pense qu'il y a beaucoup de choses, contrairement à ce qu'on dit parfois, qui nous rapprochent, parce que je pense que les urgences écologiques et climatiques que nous partageons devraient nous conduire à repenser ensemble les modes de production, les modes de production agricole. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler ensemble. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, et notamment sur la question du mix énergétique. C'est connu, nous n'avons pas la même conception de la manière de le conduire, mais il y a beaucoup de choses et beaucoup de batailles communes sur le terrain que nous menons ensemble. Donc oui, il y a un dialogue possible. Très bien, merci beaucoup Pierre Laurent, merci beaucoup pour cette réaction. Merci beaucoup Saveria, effectivement, pour cette réaction en direct. Vous vouliez réagir à Noël Mamère? Oui, moi j'ai du respect pour Pierre Laurent. Je sais ce qui s'est passé hier au bureau national, la réunion nationale du Parti communiste, qui a refusé de soutenir Jean-Luc Mélenchon, ce qui doit d'ailleurs par parenthèse arranger Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un grand pas vers l'écologie et qui avait tiré comme un boulet les communistes qui sont toujours favorables au nucléaire et à Notre-Dame-des-Landes. Donc il faut expliquer à Pierre Laurent que c'est ce type de discours qu'on ne veut plus entendre.
parler de projets d'association entre des partis politiques qui défendent des projets de société totalement contraires. Donc ça, les Français n'y croient plus. Donc il faut arrêter, il faut expliquer à Monsieur Laurent, à Pierre Laurent, il faut lui expliquer qu'il n'y aura pas d'accord avec le Parti communiste tant qu'il n'y aura pas de convergence sur des sujets essentiels tels que celui de l'énergie, tel que celui de l'aménagement, tel que celui des transports et tel que celui de la question et du contenu que l'on donne au progrès. On entend bien, Lucille Schmitt, pas d'alliance et le risque à prendre qu'il n'y ait pas de représentation de l'écologie avec des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est un risque à prendre. Ce qui est important, si vous voulez, c'est que quand on est sorti de la séquence de 2011-2012, on était censé être extrêmement fort puisqu'on avait 2 groupes parlementaires, ce qui ne s'était jamais produit dans l'histoire des Verts. Et on sort de cette séquence extrêmement diminuée, c'est-à-dire que notre crédibilité électorale est devenue beaucoup plus faible que lorsque nous n'avions pas de groupe parlementaire. Donc ça, c'est quand même quelque chose à observer. Et moi, je pense que c'est parce qu'on a voulu faire 2 choses à la fois. On a voulu à la fois avoir Eva Joly comme candidate à la présidentielle et faire un accord avec le PS où en fait les contenus ont été plutôt bafoués par rapport à la question des alliances pour avoir des élus. Donc comment est-ce qu'on fait? Et je dis pas que j'ai la solution, mais par rapport à ce que vous disiez, je pense que le sujet c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir des contenus, avoir des élus, mais à mon sens ça devrait venir dans un deuxième temps et ça peut venir dans des accords de second tour, pourquoi pas. Et en même temps, pour commencer, avoir un très bon candidat à la présidentielle entouré d'une équipe qui quelque part réconcilie l'élection présidentielle avec la capacité à imaginer du collectif. Moi je vais dire une chose, une proposition, c'est que si Yannick Jadot avait une vraie équipe qui leur donne la capacité à s'exprimer et qu'il n'y ait pas de cacophonie, ça pourrait déjà renforcer beaucoup plus les écologistes pour les législatives que d'avoir un accord maintenant avec le Parti socialiste, étant donné l'état de nos relations. Ça n'a aucun sens. Il n'a aucun sens politique, qui est même une pénalisation pour les écologistes. Et puis il faudra expliquer aussi que si on veut reconstruire, il faut reconstruire à partir de données électorales qui doivent changer. Par exemple, l'introduction de la proportionnelle. Sinon, nous serons toujours dans la main des mêmes qui viendront nous chercher au moment où ils ont besoin de nous et qui après nous tournent le dos. Eh bien, merci à tous les 4. C'est la fin de cette émission, fin de ce débat. On a un problème technique, on ne peut pas diffuser malheureusement l'intervention de Yannick Jadot en direct, mais je rappelle cette information. Yannick Jadot a donc remporté la primaire écologiste avec 54,25% des voix. Fin de cette édition de Sénat 360. Prochain rendez-vous avec l'actu politique et parlementaire à 22h. Sonia Mabrouk dans son émission On va plus loin. Bonne soirée à tous.